20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Le nouveau locataire du State House est arrivé en Gambie. Adama Barrow a eu droit à tous les honneurs. Banjul, l'une des capitales africaines les plus sécurisées à l'heure actuelle. Les forces de la CEDEAO ont quadrillé la ville avec un impressionnant dispositif en direct avec nos envoyés spéciaux pour nous faire vivre les moments de ce retour tant attendu du successeur de Yaya Jammeh. Rentrée solennelle des cours et tribunaux, la cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État. Macky Sall a réitéré sa ferme volonté de mettre en œuvre les réformes émanant du référendum du 20 mars dernier. Autre sujet abordé, la présence des avocats dès les premières heures de garde à vue de leurs clients. Le chef de l'État y a apporté des réponses à découvrir au cours de cette édition. Journée internationale de la douane commémorée ce jeudi, elle a été placée sous le sceau de la lutte contre la fraude. Le directeur général compte en faire une priorité. Présent à la cérémonie, le ministre du Budget s'est dit satisfait de la situation économique. Toutefois, il a avancé un budget de 800 milliards qui correspond à la somme nécessaire pour renflouer les caisses de l'État pour le compte de l'année 2017. Et puis, bienvenue à Poto Poto. Vous connaissez certainement la chanson. Et bien, dans cette édition, vous irez à la découverte de ce marché, lieu de rencontre par excellence à Franceville. Ce sera l'affaire de Mame Fatou Ndoye. Avant la fin de cette édition, l'invité du 20h, il s'agit de Mohamed Salsaou de Avenir Sénégal, Bignou Bogue, interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude juste après ce journal. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Le président Adama Barrow a quitté Dakar ce jeudi, destination la Gambie. Le président nouvellement élu est arrivé donc à 15h. Vous le savez, il séjournait à Dakar depuis le 16 janvier, le jour où il a d'ailleurs prêté serment. Une nouvelle étape dans la vie politique de la Gambie s'ouvre aujourd'hui avec son retour. Ababakar Kamara, Ibou Diouf, nos reporters étaient au domicile d'Adama Barrow juste avant son départ. Reportage. Des moments historiques pour la Gambie et pour la CEDEAO, au nouveau départ. Au retour au Bercail, la page du président Jammeh est tournée. La Gambie fait face à beaucoup de défis. Adama Barrow quitte ainsi Dakar, son pays d'accueil. Le nouvel homme fort hérite d'un pays économiquement touché. L'attente du retour a failli durer. La nouvelle équipe s'envoie pour commencer une nouvelle Gambie. Le président ne l'ignore point. Il aura beaucoup à faire. Former d'abord un gouvernement et s'attaquer aux urgences de l'heure. Un défi de taille dans un pays où les caisses de l'État sont annoncées vides. Le président Adama Barrow va devoir solder le passif des 22 ans de règne de Yaya Jammeh, sans pour autant diviser les Gambiens. Et tout de suite, nous allons joindre Barkaba qui est à Banjul. Barka, vous êtes en ligne, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, comment s'est passé le retour d'Adama Barrow, le fils prodigue, on va dire, à Banjul aujourd'hui? Pour une fois, le monde n'est pas galvaudé, Sarah. Adama Barrow a eu droit à un accueil historique qui sera inscrit dans les annales parce que c'est une foule immense composée de dizaines de milliers de Gambiens qui ont pris d'assaut l'aéroport de Yundum où l'avion du président Barrow a atterri vers 17h. Il est arrivé à bord d'un avion militaire sénégalais et il a été accueilli en grande pompe par la fanfare, par toute la hiérarchie de l'armée gambienne qui s'est mise au garde à vous, sous les yeux du patron de la CEDEAO, le général François Ndiaye. En plus du corps diplomatique accrédité à Banjul et des émissaires de l'Union africaine et des Nations Unies. Donc c'est un président Barrow en plein exercice de son pouvoir de commandant en chef de l'armée qui a passé en revue des troupes sous l'œil vigilant des éléments lourdement armés du GIGN sénégalais, des forces spéciales toujours sénégalaises et nigérianes qui sont venus sécuriser les lieux. Et il a même eu droit à une parade impressionnante d'avions de chasse, les fameux Alpha Jet nigériens, qui ont beaucoup contribué à faire quitter Yaya Jammeh le palais de State House.
Merci beaucoup Barkaba qui sera peut-être avec nous demain ou après-demain pour toujours suivre l'évolution justement en Gambie, le retour donc tant attendu d'Adama Barrow au niveau donc de Banjul. Ça y est, c'est fait. La Gambie a donc son nouveau président. Nous restons toujours avec ce sujet cette fois-ci pour parler d'un potentiel accord ficelé pour le départ de Yaya Jammeh. Eh bien, le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel dément l'existence de ce document. Mohamed Ibn Chambas parle plutôt de déclaration conjointe pour faciliter la transition démocratique. Et concernant d'éventuelles poursuites contre l'ancien chef d'État gambien, il dit ne détenir aucune information à propos de ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Il a fait face à la presse aujourd'hui, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye. Après le départ de Yaya Jammeh, la polémique s'installe. L'ancien dictateur était-il couvert par un accord entre différentes parties? Le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel précise. C'était une déclaration conjointe. Ce n'était pas un accord, mais n'était pas un accord signé entre M. Jammeh et les trois organisations, mais c'était juste un accord, une déclaration politique pour faciliter une solution pacifique de cette crise et fait partie de l'ancien président Jammeh de la Gambie. Et tout que c'était dans la déclaration était dans le contexte de la Constitution et les lois de la Gambie. Est-ce qu'on peut alors parler d'immunité, M. Chambas? Dans ce contexte, on ne peut pas parler d'immunité parce qu'il n'y a aucune permission ou bien aucune clause qui dit que l'ancien président est couvert par une entente politique ou bien judiciaire, légaux pour l'impunité. Nouvelle transition démocratique, résolution pacifique, le représentant des Nations Unies lance un appel. J'appelle la communauté internationale qui a démontré une unité exemplaire dans la résolution pacifique de la crise à continuer d'apporter son soutien au nouveau gouvernement gambien. J'appelle les nouvelles autorités à prendre les mesures nécessaires pour assurer une transition démocratique qui permettra de consolider la paix entre les Gambiens. Le Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest se dit engagé également à poursuivre sa mission pour la paix et la sécurité dans la zone sahélienne. Le dénouement de la crise gambienne s'est invité dans les débats lors de la cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'était ce jeudi à la Cour suprême. Le président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, a salué l'engagement du chef de l'État, Macky Sall, dans la résolution de la crise. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba et Mardian. Actuel président de l'Assemblée nationale, une voix parfaitement autorisée, vous a rendu, Monsieur le Président de la République, un hommage mérité en ces termes. Je cite, « En tant que Sénégalais, nous devons ressentir une fierté légitime au vu du rôle discret mais ferme, méthodique et efficace joué par le chef de l'État, le président Macky Sall, dans la gestion et le dénouement de la crise qui couvait dangereusement en Gambie. » Fin de citation. Pour tout dire, nous ne cesserons de nous féliciter et de vous féliciter, Monsieur le Président de la République, car vous avez prouvé ce qui est un fait exceptionnel dans le contexte africain. Vous avez prouvé que, comme il se doit en démocratie, l'art de la paix doit toujours prendre le dessus sur l'art de la guerre.
Et nous restons avec ces images de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le chef de l'État Macky Sall est largement revenu sur l'importance des réformes qu'il a engagées lors du référendum du 20 mars dernier. Selon lui, la mise en œuvre de ces changements annoncés est en cours. La cérémonie a enregistré la présence de représentants de la justice, l'occasion pour Mamadou Badio Camara, le président de la Cour suprême, et ses collègues de magnifier le thème de cette rentrée solennelle placée sous le signe des nouveaux droits dans la Constitution du Sénégal. Al-Hassan Ba Mardien pour le compte-rendu de cette rentrée solennelle. De nouveaux droits dans notre nouvelle constitution, rappelés et développés ici par le substitut général près la Cour d'appel de Dakar. Quel sens et quelle portée la rentrée solennelle 2017 des cours et tribunaux s'est intéressée à ces nouveaux droits, d'où l'importance du thème. Puisque la réforme de 2016 consacre l'affirmation de nouveaux droits à travers les dispositions des articles 25.1, 25.2 et 25.3 de la Constitution. Il s'agit des droits économiques, sociaux, notamment les droits à un environnement sain. L'effectivité des droits fondamentaux est aussi tributaire de leur appropriation par les populations. Pour le bien de tous, il appartient à l'État, comme l'y invite l'article 25-1, de promouvoir l'éducation environnementale. Nous savons qu'une constitution doit toujours être touchée d'une main tremblante, comme pour marquer sa vocation à la pérennité. Mais elle est nécessairement sujette à des adaptations. Le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, est revenu sur le sens des réformes qu'il avait engagées, des promesses qui sont en train d'être réalisées. Les innovations apportées par cette réforme adoptée par voie référendaire le 20 mars 2016 portent essentiellement sur les droits fondamentaux. Le statut du président de la République, l'Assemblée nationale, la justice constitutionnelle et la protection des dispositions vulnérables de notre loi fondamentale. Avec l'institution du Haut Conseil des collectivités territoriales, les dispositions relatives au statut, au mode d'élection. Assurer le juste équilibre entre l'intérêt général et la protection des libertés individuelles, tel est le rôle de notre justice. Le président de la Cour suprême a appelé ses collègues à faire preuve de hauteur et de responsabilité. Les magistrats se sont également souvenus de leur mort. Omar Diouf Chiko, président chambre à la Cour d'appel de Dakar. À Mama Konate, qui était assise là, à nos côtés, il y a tout juste un an. La présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue de son client, une requête qui intéresse au plus haut point les avocats et qui s'est invitée aujourd'hui lors de la cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le chef de l'État, Macky Sall, a réaffirmé sa volonté dans la mise en œuvre de cette disposition. Toutefois, il a soulevé quelques-unes de ses préoccupations par rapport justement à la mise en œuvre de cette procédure. Nous l'écoutons au micro de Al-Hassan Ba. J'avoue que je suis de plus en plus très sensible à cette requête quand je l'examine sous l'angle de la protection des droits humains. Je serais tout à fait favorable que, sous réserve de certains aspects sur lesquels je pourrais revenir, nous pourrions accéder à cette demande. Toutefois, je vois deux contraintes majeures. Des contraintes majeures dans la mise en œuvre effective et immédiate de cette mesure. La première contrainte, c'est que le règlement de l'UEMOA, bien qu'étant immédiatement applicable dans notre espace commun, n'est pas suffisamment explicite sur les modalités d'intervention des avocats dans le cadre de la garde à vue. Il y a une deuxième contrainte. Elle est budgétaire. En effet, ce nouveau dispositif nécessitera certainement un effort considérable en termes d'aide juridictionnelle qu'il faudrait évaluer pour connaître l'enveloppe supplémentaire nécessaire à un accroissement de l'intervention des avocats à ce niveau. La troisième contrainte est dans l'effectivité de la mesure au niveau des zones où il n'existe aucun avocat installé.
ce qui impliquera, sans nul doute, lenteur dans les opérations d'enquête, voire blocage, surcoût ou discrimination. Et pour mettre fin au chapitre judiciaire de ce journal, sachez que le ministre de la Justice a organisé cet après-midi une cérémonie de remise de décoration à ses agents les plus méritants. Certains ont reçu l'Ordre national du Lion, d'autres l'Ordre national du Mérite des mains de Maître Sidiki Kaba, le garde des Sceaux. Il a félicité ces derniers et adressé les encouragements à tous les travailleurs de son ministère. Mambiram Diouf Ababakar Kamara pour les détails. Elles sont 120 personnes au total à recevoir l'insigne, une distinction pour leur dévouement, le respect des règles et le sens de la justice dont elles ont fait montre dans l'exercice de leurs fonctions respectives. 54 décorations au titre de l'Ordre national du Lion et 66 au titre de l'Ordre du Lion. Les récipiendaires expriment toute leur fierté pour cet honneur. Je suis en exercice depuis très longtemps. C'est la première fois que j'obtiens une décoration solennelle à ce niveau-là. Et je remercie le garde des Sceaux et son équipe pour avoir organisé cette manifestation très solennelle. Je viens d'être décoré à l'Ordre du Mérite. C'est avec beaucoup de joie. Et vraiment, je remercie d'abord le bon Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment-là et d'avoir été choisi parmi tant d'autres collègues pour être honorés. Et cette décoration, nous la dédions à nos parents d'abord, à ma mère qui nous a inculqué ses valeurs. En décorant ces agents les plus méritants du service public de la justice, Maître Sidiki Kaba leur adresse à travers ce geste la reconnaissance de toute la nation. Ils sont donc des modèles et doivent inspirer tout un chacun. Je pense que ce n'est que justice de leur rendre cette décoration au nom du président de la République, Macky Sall. C'était une occasion de célébrer les compétences, de célébrer le dévouement, de célébrer la probité, de célébrer l'intégrité et le dévouement pour les autres. Je voudrais qu'il y ait autant de modèles qui cultivent le civisme, qui cultivent la volonté de servir l'autre. Et cela me paraît être important pour que nous puissions continuer les missions qui nous sont confiées. Pensez également à ceux qui n'ont pas été décorés, dira le ministre qui a appelé à un secteur de la justice encore plus fort. Inspirer leurs collègues afin que ceux-ci puissent à leur tour. Parlons à présent de ce drame survenu aujourd'hui sur la route nationale. L'accident s'est produit dans le département de Malem Hodar, région de Kaffrine, dans la matinée de ce jeudi 26 février 2017, vers 8h40. Un camion citerne provenant du Mali et un minicar de 19 places immatriculé au Sénégal qui roulait dans le sens Kaffrine-Malem Hodar sont entrés en collision à hauteur du village de Badianen. Le bilan de cet accident de la route est de 16 morts, 16 blessés, dont 3 graves. Les blessés sont pris en charge au niveau des hôpitaux de Kaffrine et de Kaolack. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Eliman Kane, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il leur souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Toutefois, le ministre chargé des Transports terrestres condamne les comportements dangereux des conducteurs sur les routes, car l'accident, en l'occurrence, serait dû à un dépassement risqué tenté par le conducteur du minicar de transport qui avait à son bord 29 passagers au lieu des 19 autorisés, soit une surcharge de 10 personnes. Le ministre rendra visite aux blessés le vendredi 27 janvier 2017, donc demain à Kaolack et Kaffrine, pour leur témoigner la compassion de l'État et toute l'attention affective du président de la République et du gouvernement. Voilà un communiqué de presse signé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Eliman Kane. Parlons politique à présent. Le comité de suivi du processus électoral installé lundi dernier, vous le savez, le pôle de l'opposition et celui des non-alignés qui avaient boycotté la rencontre, ne reconnaissant toujours pas le 4e pôle des indépendants, désormais membre du dit comité. Seuls 3 pôles avaient été retenus dans l'accord avec le ministre de l'Intérieur, précise Thierno Bokoum, qui laisse le soin à la conférence des leaders de Manko Wattu Sénégal de décider de la suite à donner à cette affaire. Et pour ce qui est, pour que tous les facteurs justement soient représentés dans le comité, Djibril Ning de la société civile, lui, propose la nomination d'un médiateur pour un consensus durable. Mambiram Diouf nous en dit plus dans ce dossier. C'est un dialogue de sourds qui semble s'installer entre les principaux camps que sont le pôle de la majorité et celui de l'opposition. L'on s'accuse mutuellement de vouloir saboter le processus électoral. Je pense qu'on ne peut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. Et eux
qui veulent éliminer une partie de l'opinion. Je ne trouve pas cela normal. Le boycott par l'opposition et les non-alignés des travaux sur l'installation du comité de suivi du processus électoral a été de trop, estime Zahra Yantiam, qui prône le dialogue. C'est l'opposition qui crie toujours sur les toits qu'il faut de la transparence, qu'il faut de la concertation. Si aujourd'hui l'échantillonnage pour aller vers un consensus fort autour des règles du jeu démocratique est élargi, je pense que l'opposition devrait être le premier pôle à applaudir. L'opposition est dans son rôle lorsque, estimant que, n'est-ce pas, il y avait un consensus, considérant que le consensus est rompu, qui était d'organiser la représentation des acteurs autour de 3 pôles sans qu'il y ait eu une discussion préalable. Mais l'administration également est dans son rôle d'accueillir toutes les demandes de représentation au niveau de ce comité. Mais c'est là une démarche que fustige Thierno Bokoum sur la forme et dans le fond de la décision de bouder la rencontre. Il parle d'une violation du consensus du 9 juin. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'à la place d'indépendants, ce sont des politiques qui se sont présentés et qui apparemment sont là que pour contrer l'opposition. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur, en créant ou reconnaissant un 4e pôle, violent le consensus. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que nous ne pouvons pas participer à un travail qui, de toute façon, ne permettra pas d'avoir un processus électoral fiable, qui permette des élections libres, démocratiques et transparentes. Au niveau de la commission technique de revue du code électoral de 2016, n'est-ce pas? Il a été défini, il a été avancé une définition des candidatures indépendantes. Il a été dit, la définition, c'est que peut se prévaloir de candidats indépendants un candidat n'ayant jamais été membre d'un parti ou ayant quitté son parti au moins 1 an auparavant. Mais ici, il ne s'agit pas de candidats, il s'agit de groupes dits indépendants. Indésirables, Ousmane Faye et compagnie, eux, se défendent. Le pôle des indépendants est constitué par les collectifs des leaders Garmi de Manko au Sénégal et quelques leaders du Front patriotique pour la défense de la République, qui se sont constitués en pôle des indépendants, qui ont écrit le ministre de l'Intérieur pour maintenant dire clairement que nous avons créé ce pôle pour participer au processus électoral. Personne ne peut nous exclure. Se pose alors la question de la légitimité ou non du comité. Oui, nous pensons effectivement que ce comité est légitime, légal et crédible dès l'instant que sa mise en place répond à une forte demande et à un besoin. Même sans l'opposition, les non-alignés? Non, nous pensons que il doit y avoir une médiation pour ramener tout le monde autour de la table. Et la médiation doit être une médiation institutionnelle. Un consensus autour du processus électoral et le respect du calendrier électoral, 2 points apparemment pas encore clairement réglés. Allez, destination Ziguinchor pour parler des retraités de la région qui sont montés au créneau et qui réclament la défiscalisation des maigres pensions versées par l'IPRES. Ils demandent aussi l'amélioration de leur prise en charge dans les hôpitaux et pharmacies, j'y arrive, agréées par l'Institut. Ils l'ont fait savoir au sortir d'une rencontre d'information et de sensibilisation qu'ils ont eue avec une délégation de l'Institut Prévoyance l'IPRES conduite par le président du conseil d'administration Mamadou Rassinsi. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi. Par rapport à la défiscalisation, il l'a dit que le président a décidé de défiscaliser. Parce que nous, sur nos petites pensions, on paye des impôts. On paye des impôts. Parce que nous, notre problème, c'est ça. Et nous avons travaillé toutes nos vies, on a toujours payé IGR, impôt général sur le revenu. On va à la retraite, on nous prend encore des impôts. C'est pas aberrant, ça. C'est très aberrant. Il a donné des explications qu'on peut croire. On attend son effectivité. Des mesures d'accompagnement ont été annoncées. On attend de voir les mesures d'accompagnement. Les problèmes qu'on rencontre souvent, nous avions la prise en charge de nos soins dans les hôpitaux. Ensuite, les problèmes avec les pharmacies, parce qu'à l'hôpital,
on nous donne des ordonnances très chères. Je vous l'annonçais en titre, Journée internationale de la douane célébrée ce jeudi. 800 milliards de francs CFA, c'est le budget dont a besoin le Sénégal pour renflouer ses caisses pour le compte de l'année 2017. Annonce du ministre en charge du budget à l'occasion de cette journée internationale consacrée à la douane. Birima Mangara, pour cela, dit compter sur la bonne administration des douanes sénégalaises pour la réalisation du plan d'action prioritaire. Le directeur général des douanes, quant à lui, s'est exprimé également lors de cette cérémonie. Il a parlé des nouveaux défis pour la douane, notamment la lutte contre la fraude. Il compte en faire une priorité, cher Tidiane Dione. 800 milliards, c'est le montant assigné à l'administration de la douane pour renflouer les caisses de l'État. Pour l'année 2016-2017, le Sénégal compte sur ses ressources internes pour réaliser les points qui figurent dans le plan d'action prioritaire. Pour l'exercice 2017, nous attendons de la douane près de 800 milliards de francs CFA. La douane constitue une des mamelles qui, disons, permet à notre budget de réunir les moyens de ses ambitions, les moyens de ses objectifs. Ainsi, d'année en année, nous assignons plus d'objectifs à la douane. Et c'est le lieu de féliciter le directeur général, de féliciter l'ensemble de ses collaborateurs pour leur mobilisation constante. L'édition de 2017 est placée sous le thème de l'analyse des données au service de la gestion efficace des frontières, au moins sûr pour les soldats de l'économie de bien s'occuper des missions sécuritaires. Nous collectons beaucoup de données, d'abord par les procédures de dédouanement. Des données liées à la valeur des marchandises, à leur espèce, à leur origine, au pays d'importation. Donc déjà, nous avons beaucoup d'informations. C'est une dimension ambivalente en réalité qui nous permet de travailler sur l'économie, de remplir notre mission économique et fiscale, mais aussi de bien nous occuper de notre mission sécuritaire. Autre défi à relever par l'administration des douanes, c'est la lutte contre les fraudes qui gagnent du terrain. Le directeur général de la douane demande aux populations plus de collaboration pour faire face à ce phénomène. Parlons éducation à présent avec cette visite de chantier du ministre de l'Éducation nationale dans le Saloum. La crise scolaire s'est bien entendu invitée lors des débats. Serine Baïcham a indiqué que des discussions sont en cours entre l'État et les syndicats d'enseignement. Une occasion pour Tamsir Bahoum, membre du collectif des enseignants, bien de plaider pour le respect de leurs revendications. Compte rendu Pape Malik Fall, Amadouba. Lors de sa visite de chantier effectuée dans un bon nombre d'établissements établis dans la commune de Kaolack, le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé sur la paisibilité notée en ce début d'année au niveau du système éducatif sénégalais. Pour Serine Baïcham, toutes les dispositions sont prises afin que ce secteur retrouve son lustre d'antan. Vous avez constaté que nous avons organisé des concertations partenariales avec tous les acteurs et les partenaires de l'éducation pour voir les conditions d'avoir une année scolaire apaisée au bénéfice exclusif des élèves. Nous avions pris l'engagement de rencontrer les partenaires sociaux le premier mardi de chaque mois. Cet engagement a été totalement respecté à date. 4 mois après le début de l'année scolaire, aucune grève n'a été observée dans le paysage éducatif sénégalais. Pour sa pérennisation, Tamsir Bahoum souhaite le respect des accords signés entre les syndicats d'enseignants et leurs tutelles. Nous, en tant que syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, la question concernant les personnels professionnels, la question concernant l'indemnité de logement, la question concernant les questions de corps des administrateurs scolaires, et j'en passe, ne sont pas jusqu'au moment où je vous parle réglés. Et de cet effet, je pense que nous ne devons pas lasser. Il appartient au gouvernement de nous apporter des questions concrètes par rapport à cette situation pour que nous puissions aller véritablement à une année scolaire apaisée comme nous le souhaitons. Pour rappel, Saourou Sène, le secrétaire général national du SAEMS-QSEMS, avait menacé dernièrement lors d'une rencontre avec ses homologues de durcir le ton si leurs doléances ne sont pas prises en compte par l'État du Sénégal.
La structuration de la filière élevage dans le département de Dagana, l'objectif visé par les acteurs de Saint-Louis. Le but est de booster la filière pour faire contribuer le département dans l'objectif d'autosuffisance laitière et en mouton pour le Sénégal. Les acteurs se sont réunis à Richard Toll pour diagnostiquer les problèmes et donner des débuts de solutions. Ousmane Sow est le directeur général de l'Agence régionale de développement. Je vous propose de l'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Dans le cadre de ce programme Astel 2, il s'agira d'intervenir pour améliorer la structuration de la filière élevage au niveau du département. Faire de sorte que l'éleveur, depuis le niveau village, puisse améliorer ses pratiques en matière donc, de production laitière, en matière d'exploitation du cheptel. Et je pense qu'il y a tout un tas de techniques innovantes que le programme ACEL va essayer d'introduire avec l'appui de l'ONG GREC que nous connaissons par son expérience internationale en la matière, et à côté la SODIA qui regroupe des professionnels de l'agriculture au niveau de la France et qui a démontré aussi tout son capital d'expérience. Je pense qu'en nous appuyant sur ces opérateurs, en tout cas de pointe, et avec les acteurs du territoire, je pense qu'on peut arriver à booster la filière de l'élevage pour faire contribuer le département de Dagana dans l'objectif d'autosuffisance laitière, mais aussi l'objectif d'autosuffisance en mouton. Parce que quand on intervient dans les territoires en mettant le focus sur les femmes, mais je pense que ça, il n'y a pas meilleure contribution pour améliorer les conditions de vie du monde rural. 10e édition de la Ziara omarienne, le comité d'organisation procède au dernier réglage. La Zaouia change de face, des tentes installées ça et là, des chaises entassées un peu partout. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Adiatala, Younous Diata. Des ouvriers se démènent, ils mettent les bouchées doubles pour achever tous les chantiers, allant de l'installation électrique en passant par l'assainissement et l'érection des tentes. Nous avons courant ci tente bi lépp ak kër gi lépp ba mu jeex tàkk waaw inshallah bëgg nañ ko def comme ni ñu ko daan defee daal lépp lu ci war dañ ko def bu soobee Yàlla. Demain matin balaa 10 heures inshallah dinaa terminer lépp bàyyi ko. Inshallah ci kàttanu Yàlla ay finition rek moo ci des ndax lépp monté nañ ko finition rek moo ci des. En ce qui concerne la grande tente qui va abriter les manifestations, nous pensons, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, que tout se passera bien. Sur le côté sanitaire et assainissement aussi, les dispositions ont été prises par l'ONAS et la SDE, ainsi que du côté de l'électricité avec la Sénélec. En tout cas, pour dire que vraiment nous avons mis les bouchées doubles pour accélérer les choses et commencer dans de très bonnes conditions la Ziara de demain. Rien n'est négligé pour la réussite de la 10e édition de la Ziara omarienne. En ce qui concerne l'hébergement des pèlerins, par exemple, les sites ont été réquisitionnés comme le stade Iba Mar Diop et beaucoup d'autres sites de la capitale. En ce qui concerne les hôtes de marque, l'hôtel King Fahd Palace aussi a été réquisitionné en termes de suites et de chambres, et d'autres hôtels de la place aussi ont été réquisitionnés. Et tout semble être en tout cas à l'heure pour qu'on puisse démarrer dans de bonnes conditions. C'est une ziara aujourd'hui qui est devenue internationale. Avant, c'était les États riverains qui étaient les plus grands fournisseurs de pèlerins, à savoir la Mauritanie, la Guinée et le Mali, pour ne citer que ces États-là. Mais aujourd'hui, au-delà de nos frontières, même africaines, au niveau de la diaspora française, européenne en général, et américaine aussi, il y a beaucoup de fidèles qui viennent nous répondre. Le comité d'organisation de la Ziara attend des milliers de fidèles qui vont venir communier ensemble dans la ferveur et la dévotion. Allez, le marché Poto à la une de notre rubrique découverte. Le marché Poto, lieu de rencontre par excellence à Franceville. Sénégalais, burkinabés, togolais et gabonais travaillent et vendent sur ce site où on trouve des produits alimentaires mais aussi des produits cosmétiques. Et sur place, le plus important, c'est de trouver sa place et surtout de faire son chiffre d'affaires. Mamfatou Ndoye, Mbissane Ndoye nous font découvrir ce marché mythique. Ça fait au moins 39 ans ici au Gabon, je suis moitié gabonais, moitié sénégalais. Je m'appelle Aimé. Aimé, vous êtes de quelle nationalité? Togolaise. Togolaise. Je m'appelle Mahmoud Mariga. Alors Mahmoud, vous êtes malien? Oui, je suis malien.
Le melting pot est ici le maître mot et chacun a sa propre histoire. En fait, nous, on est né ici quand on est parti grandir au pays et puis on est revenu. Bon, parce que les parents sont ici là, les parents nous envoyaient là-bas depuis petit. On est parti apprendre là-bas au pays et puis lorsqu'on a grandi un peu, on est revenu encore travailler ici et remplacer les parents. Ça fait 5 ans que je suis là. Je suis ici avec la famille. Je suis avec mes soeurs, tout. Installé au cœur de Franceville, ce marché a hérité son nom d'un autre qui se trouve au Congo-Brazza. Poto, c'est un nom de brassard qu'on a amené ici là. Comme avant là, le pays là, le marché c'était au Congo. On a fait l'échange, on a toujours reporté les marchés de Poto de Congo ici là à Franceville. Ici là, il y a toute une nationalité. Tous les Ouest-Africains sont ici. Ici c'est le fair play, il y a les Togolais, Béninois, Maliens, Sénégalais, Tchadiens, Soudan, tout. Ici, on trouve toutes sortes de produits et chacun dans son secteur d'activité tente tant bien que mal de s'en sortir. On a beaucoup de clients. Les clients, même, on ne peut pas les satisfaire parce qu'ils sont beaucoup, en tout cas. Nuit et jour, on peut travailler, en tout cas. Bon, notre activité, c'est comme tu vois là, les œufs, les sachets, et puis c'est ça. Alhamdulillah. Grâce à Dieu, alhamdulillah, ça marche un peu. Je vends les produits cosmétiques, la maïs, un peu de tout. Oui, tout le monde vient acheter ici. Tout le monde. On peut vendre 20 000 par jour. Ça vous va? Oui, ça va. On gère comme ça. Comme pour le moment, le pays est en crise, ça pose des problèmes, mais on gère comme ça. La cohabitation entre nationalités, entre Gabonais et étrangers, relève de la normalité dans ce marché. Nous les étrangers, il n'y a pas de nationalité. Hein. On est tous pareils ici, Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Burkinabés, tout, on est pareil, surtout les Ouest-Africains. Voilà, tout seulement musulmans. Le Gabonais est mieux que les Sénégalais avec nous parce qu'on est des apparentés. Même les SAD là, tout le monde vient ici là, on part à SAD, on revient ensemble, on danse aussi ensemble. Tu sais que les vieux ne dansent pas, mais si les Gabonais tapent les tam-tams, obligés de danser. Le lieu de convergence de tous les Africains, ici à Franceville, c'est bien ce marché Potos. Pour le nouvel venu dans la ville, c'est le point de repère idéal. Mambatundo, et merci pour cette agréable découverte. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Tout de suite, l'invité du 20h. Il s'agit de Mohamed Salsao, interrogé par Antoine Diouf. Il représente Avenir Sénégal Bignoubogue. Excellente suite des programmes, excellente soirée sur la TFM. Au revoir.